Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer, même si Zena Birache aura 5 minutes de retard. Elle nous rejoindra sur scène. Et je souhaite remercier donc, les organisateurs et organisatrices de cette journée d'études extrêmement intéressante. Je suis ravie de pouvoir animer cette table ronde. Je n'ai pas préparé de conférence introductive comme le fait les modérateur avant. Je souhaitais laisser le plus possible la parole aux invités, mais Sébastien Laurence a évoqué justement le projet que j'ai créé en 2015 à Marseille, donc je tiens quand même à le présenter en 2 mots. Il s'agit d'une maison d'édition associative qui s'appelle Alif Bata, qu'on a fondée en 2015, donc du désir de faire connaître en France les auteurs de bande dessinée du Maghreb et du Moyen-Orient. Désir qui naît du constat qu'aucune maison d'édition à l'époque n'avait traduit de l'arabe des auteurs de bande dessinée. L'envie donc de créer des ponts, d'enrichir la traduction de la langue arabe, parce que la langue arabe est quand même une langue importante en France, c'est quand même la 2e langue parlée, et elle a encore trop peu de place dans le monde de la traduction, tout genre confondu, tout domaine confondu. Et le projet, bien évidemment, naissait d'une envie qui était celle, et de plusieurs constats qui sont ceux dont on a débattu au long de cette journée, donc du coup les représentations qu'on véhicule par rapport au monde arabe, et l'envie donc de donner voix et de donner un espace de parole à des auteurs issus de cette région monde arabe, et de faire connaître leurs histoires, leurs récits, leurs points de vue sur leur société, les enjeux qui les traversent. Donc le projet était ça et ça. Et du coup, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir animer une table ronde dans le cadre d'une journée d'études dédiée au monde arabe dans la bande dessinée francophone, avec pour invité des auteurs issus de cette région, monde arabe, venant partager leurs témoignages. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Brigitte Findakli, Barra Krima, Noémie Onein et Zena Birache qui arrivera justement. Je vais vous présenter brièvement nos invités. Brigitte Findakli, née à Mossoul, en Irak, est venue s'installer en France durant l'adolescence. Elle est coloriste de bande dessinée. Elle a collaboré dans sa longue carrière de coloriste avec de nombreux auteurs, parmi lesquels Louis Trondheim, Manu Larsenet, plutôt que John Sfar. Et en 2016, elle co-signe avec Louis Trondheim chez l'association un album qui s'appelle Les Coquelicots d'Irak, dans lequel elle raconte son enfance en Irak, justement, puis ensuite son arrivée en France, où elle tisse le portrait de la société irakienne et l'histoire politique de l'Irak contemporain. Je passe. Tout à fait, bravo, très bien. Merci. Alors, Barra Krima, à ma droite, née à Tripoli, au Liban, réside depuis plusieurs années à Bruxelles. Autrice de bande dessinée et cinéaste, Barak a publié sa première bande dessinée au Liban chez un petit éditeur qui s'appelle Plan B. C'était en 1995. La bande dessinée s'appelait Beyrouth. Et ensuite, dès 1998, elle publie en Europe, notamment chez La Cafetière, où elle a publié Le Compteur du Caire. Ensuite, c'est avec Alif Bata, en 2017, qu'on publie un recueil de 3 ouvrages brefs sous le titre de Beyrouth, la trilogie, un recueil qui propose 3 retours à Beyrouth, ainsi qu'une réflexion sur la mémoire de la ville et plus largement sur l'héritage et la transmission de la génération des années 60. Et en 2021, on publie toujours avec Alif Bata dans Le Taxi, un album plus intimiste. Il s'agit cette fois donc d'un retour à sa ville natale, Tripoli, mais aussi à la dimension de l'enfance, à la dimension de la famille et plus largement une réflexion sur l'identité de genre.
Barak a aussi collaboré, comme elle a pu le dire avant, au collectif Samandal, collectif pionnier de cette nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée, dont on pourra parler probablement après plus largement, d'un peu de ce qui est le contexte bande dessinée dans la région Maghreb-Moyen-Orient, si ça vous intéresse. Et alors, Zeina Abira Shed, qui n'est pas là, je la présente quand même. Alors, Zeina est née à Beyrouth, où elle a étudié à l'Alba, donc l'Académie des Beaux-Arts, qui depuis, petite parenthèse, mais depuis 2000, a initié et mis en place une filiale bande dessinée, donc une première dans la région. Il y a l'INBA à Tétouan, qui est la seule école à dispenser un tel enseignement. Et elle vient à Paris, elle poursuit ses études à l'École nationale des arts décoratifs et elle a publié de nombreux ouvrages en 2006 et 2007 chez Cambourakis, Beyrouth Catharsis et 38 rue Youssef Semani, dédié à sa ville Beyrouth. En 2007, chez Cambourakis toujours, elle publie Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles. Et une année plus tard, Je me souviens Beyrouth. Des livres dans lesquels elle met en scène et elle parle surtout de son enfance pendant la guerre civile libanaise. En 2015, chez Casterman, elle publie Le piano oriental, dédié à une thématique plus vaste qui est vraiment celle de la double culture, ou quand même de son appartenance à la France et au Liban, et plus largement aussi la question de la langue et de son rapport à la langue française et à la langue arabe. Et en 2018, elle co-signe un album avec Mathias Hénard qui s'appelle « Prendre refuge », qui met en scène le rapport amoureux, deux rapports amoureux en parallèle entre le Berlin contemporain et l'Afghanistan des années 30. Noémie Onein, née à Beyrouth, où elle aussi a étudié à l'Académie des Beaux-Arts, à l'Alba, filière bande dessinée. Noémie vit actuellement en France. En France, elle a publié en 2020 chez Sarbacane son premier album de bande dessinée qui s'appelle De l'importance du poil de nez, dans lequel elle retrace les années de maladie. Elle met en scène et elle raconte son cancer. Du coup, une expérience très intime. Et maintenant, Noémie travaille à plusieurs projets donc de bande dessinée, mais pas seulement. Apparemment, elle a envie de s'ouvrir à d'autres disciplines artistiques. Alors, bonjour. Vous venez d'Irak, du Liban. Vous appartenez à 3 générations différentes d'auteurs, d'autrices. Vous avez en commun un élément qu'on le retrouve dans tous vos ouvrages et qui est celui d'utiliser le jeu et la première personne du récit autobiographique. J'ai parlé un peu de vous, surtout en clé bibliographique, mais j'aimerais bien que vous complétez cette présentation en nous disant, vous, quel est votre parcours et de quelle façon le mot exil et double culture s'y inscrivent. Brigitte. Oui, ta présentation était très bien, effectivement. Je suis donc coloriste de bande dessinée depuis très longtemps. Et je n'aurais jamais pensé un jour sortir un livre autobiographique, mais ce sont les événements en Irak. Donc je suis de Mossoul. Et ce sont les événements à Mossoul, donc en 2014, avec la prise de la ville par Daesh, qui m'ont obligée finalement à écrire ce livre, parce que pour moi c'était impératif. Je devais absolument écrire mes souvenirs au fur et à mesure que je voyais et que j'entendais cette ville être détruite. Bonjour. Et c'est plus à ce moment-là aussi que j'ai ressenti en fait l'exil, parce que je ne pensais pas que je serais touchée à ce point-là. C'est-à-dire que j'ai quitté l'Irak en 1973. Je suis retournée régulièrement pour voir ma famille, mais je ne pensais pas y être attachée au point de me sentir mal et d'avoir besoin d'avoir des traces de mes souvenirs en Irak. Donc je me suis rendu compte que oui, finalement, en fait, l'Irak était vraiment très, très ancré en moi.
Et après ça aussi, j'ai eu besoin de retrouver ma famille qui avait émigré un peu partout dans le monde. Je pense que c'est dans des situations difficiles qu'on se rend compte finalement de ce qu'on peut ressentir. Sans ça, peut-être que je n'aurais jamais forcément senti le besoin ni de retourner en Irak, ni de voir tous les gens de ma famille, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. C'était exactement la question que je voulais vous poser. C'était quel moteur, quelle envie, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire après, à ce moment précis? Oui, bah, je vous dis, c'est cet événement-là qui est quand même pas anodin. Et je peux vous demander, parce que alors c'est quelque chose qui n'est pas sorti encore vraiment dans la journée, est-ce que donc c'était en besoin intime et vous avez proposé ce travail, ce projet donc à l'association qui l'a ensuite publié, parce que justement on voit de plus en plus depuis quelques années en enterré ou quand même en grand nombre de titres qui traitent de cette région du monde ou quand même aussi d'une bande dessinée du réel ou quand même une bande dessinée qui s'ouvre de plus en plus à l'histoire, au documentaire, à tout un tas de sujets qui avant étaient l'apanage plus justement de livres d'histoire ou d'approches plus scientifiques. Est-ce que c'est vous qui avez soumis votre projet à l'association? Est-ce qu'il y a eu de la part de l'association une envie en enterrer pour ce sujet? Qui a proposé le projet à qui? En fait, quand Daesh donc, est entré dans Mossoul en 2014, moi j'ai commencé à écrire mes souvenirs, c'était impératif. Au début, j'ai juste écrit comme ça, et puis après, j'ai essayé de un petit peu mettre en forme, parce que je fais de la bande dessinée depuis très longtemps, je lis beaucoup de bandes dessinées, et donc je me voyais bien, effectivement, enfin, je trouvais que c'était plus adapté, oui, ça pouvait tout à fait s'adapter en bande dessinée. J'ai fait quelques essais qui étaient vraiment très mauvais. Mon époux, qui est Lewis Trondheim, bien entendu, je lui ai jamais rien montré parce que ça aurait été vraiment trop la honte pour moi. Donc, je gardais ça pour moi, mais j'écrivais. Et un jour, en fait, Lewis a été contacté par un journaliste du Monde où il lui demandait en fait s'il pouvait proposer des strips à faire pour le journal. Enfin, une application du Monde d'ailleurs qui s'appelait La Matinale. Et Lewis est venu vers moi en me disant voilà ce que le journal me propose. Ça te dit de faire une bande dessinée à partir de tous tes écrits là? Je dis oui, mais alors moi toute seule là, vraiment c'est pas très bon, je m'en rendais compte, parce que je sais très bien qu'en faisant une bande dessinée autobiographique, je veux dire, la sincérité ne suffit pas pour faire une bande dessinée. Voilà, on peut être sincère, être très ennuyeux, et voilà. Donc, il me dit, mais si tu veux, on peut essayer de le faire à deux. Je dis, oh bah, pourquoi pas? Donc voilà, notre collaboration a démarré de cette façon-là, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont il l'a traité, avec son style de dessin. Normalement, Lewis Trondheim a un dessin animalier, mais là, c'était évident que c'était pas possible, quoi, de dessiner ma famille, mon histoire en animalier. Donc, il a choisi ce style de dessin qui personnellement, que je trouve très bien. Je vous demanderai après de parler de ça, de ce côté plus technique. Et je salue Zeina qui vient de nous rejoindre. Alors, j'ai fait une petite présentation de vous, mais surtout en clé bibliographique, dans le sens où je parlais de vos ouvrages. Mais j'avais envie de vous demander de la compléter, de parler de vous, de votre parcours, vraiment de votre parcours de vie et de comment le mot exil et double culture s'y inscrivent, parce que la table ronde s'appelle Dessiner l'exil et la double culture. Je disais que vous avez un élément commun dans vos travaux, qui est celui d'utiliser le jeu, le récit autobiographique et de vous mettre en scène. Donc, du coup, justement, comment le mot exil et double culture s'inscrivent dans votre parcours, avant d'arriver de parler plus du travail vraiment de création. Oui.
Merci. Bonjour à tous. D'abord, je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard. J'ai une très bonne excuse, mais je ne vais pas vous la dire. Enfin, si, je suis maman depuis 2 mois et j'ai un petit être de 56 cm qui accapare toute mon attention. Et je suis même étonnée d'arriver à parler en langage adulte. Voilà, donc si je fais des areux tout à l'heure... Enfin, voilà, bref. Je suis ravie d'être parmi vous. Brigitte, on ne se connaît pas, je suis très contente de vous rencontrer. Et je vais répondre à la question quand même. Peut-être d'abord en vous disant que donc, je suis née à Beyrouth, au Liban, donc dans les années 80. Et je suis née... j'ai grandi en français et en arabe. Donc la double langue, en tout cas, a tout de suite existé dans ma vie. J'ai grandi dans une famille où il y avait des livres en arabe et en français. Donc j'ai eu cette grande chance d'avoir tout de suite accès à ces 2 langues, mais aussi de culture, de un style musical, enfin pas style, mais de musique, de tradition, voilà, culturelle. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à écrire de courts récits en bande dessinée au Liban dans les années 2000, pendant mes études. Et très vite, je me suis mise au dessin. Mais en fait, j'écrivais en français. Ça a tout de suite été ma langue d'écriture. Alors, après, depuis quelques années, il y a cette très jolie phrase de Tala Adnan qui nous a quittés malheureusement récemment, une poétesse et peintre d'origine libanaise qui a vécu aux États-Unis et en France, qui elle, a toujours écrit. Elle n'a jamais écrit en arabe, en fait. Et j'avais lu dans une interview où le journaliste lui demandait « Mais vous, qui avez grandi à Beyrouth et voilà, dont l'arabe est une langue maternelle, pourquoi vous n'avez jamais écrit en arabe ?» Et elle répond... J'ai trouvé ça assez joli. J'écris en français ou en anglais, mais je dessine en arabe. Alors, je le dis parce qu'on me l'a dit aussi. J'ai trouvé ça assez joli. Tout ça peut-être pour dire aussi que dans la bande dessinée, il y a ça qui est intéressant, c'est cette dualité entre texte et dessin. Et finalement, si le dessin est... on a coutume de dire que c'est un prolongement d'une voix ou même d'une écriture, d'une calligraphie. Alors, je ne vais pas débattre sur si mon dessin est arabe ou pas, mais disons qu'au cœur déjà du médium de la bande dessinée, il y avait déjà cette possibilité de poser quelque chose de bilingue ou biculturel ou enfin voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Vous n'avez pas 2 mois, c'est embêtant. Il va falloir être plus intéressante que ça. Ça va venir. Ensuite, évidemment, il y a le déplacement géographique, parce que je vis en France depuis bientôt 20 ans, à peu près. Et est-ce que, oui, donc double culture, tu nous as répondu en disant que ces deux univers t'appartiennent, en quelque sorte, et la langue et les 2 pays. Et le mot exil, est-ce que tu l'utiliserais pour parler de ton parcours, pour parler de toi ? Je ne me résous pas à l'utiliser, en fait, parce que j'ai choisi c'est-à-dire, je suis partie du Liban. C'était un choix personnel. Je suis partie à un moment où le Liban allait plutôt bien. C'était donc en 2004. C'était au contraire, il y avait un essor économique, la reconstruction. J'avais des offres d'emploi, donc j'aurais pu travailler. C'est-à-dire, je ne suis pas partie parce que je ne pouvais pas vivre au Liban. Je suis partie simplement parce qu'il n'y avait pas d'éditeur de bande dessinée et que je voulais absolument faire ça. Et ça peut sembler drôle, mais en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je m'étais dit, on verra, je viens en France. Je me suis donné 1 an, voire 2, pour essayer de comprendre ce que c'était ce métier, rencontrer des gens, etc. Et je suis encore là. Donc, je n'ai jamais envisagé mon départ comme un exil, mais de fait, c'en est un. Voilà, de par l'éloignement géographique, l'éloignement émotionnel, évidemment, qui m'a permis d'écrire, ceci dit, parce que si j'étais restée à Beyrouth, j'aurais certainement écrit différemment mes livres. Est-ce que je les aurais écrits ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne les aurais pas écrits de cette manière-là.
Merci. Vous êtes en train d'anticiper toutes les questions que j'avais pensées. Donc, du coup, je passe à Barak Rima. Et pour te demander, Barak, de la même façon, si tu peux nous parler de ton parcours et justement nous dire si ce mot double culture, exil, s'inscrivent dans ton parcours. Bonjour, merci. Comme j'ai envie de poursuivre ce qu'a dit Zéna, c'est que quand on est au Liban, dans une certaine classe moyenne, on va dire, on est forcément déjà dans la double culture, sinon la triple. Donc c'est pas parce qu'on est venu ici qu'on est devenu double culture, c'est quelque chose qu'on a déjà. Donc si on vient ici, peut-être que l'idée c'est d'avoir une troisième, une quatrième, etc., etc. Moi, le chiffre 2, ça me suffit pas. Donc c'est ça que je voulais entendre. Voilà. Alors, il se fait que, à la différence de Zéna, effectivement, moi, je suis aussi parti du Liban de mon gré. Je suis pas parti en réfugié. C'est pas un exil forcé. C'est pas une guerre que j'ai fui. C'est plutôt, jeune de 18 ans, je viens ici en Europe pour faire ses études. D'abord à Paris, mais ça n'a pas duré longtemps, une année, et je me suis cassé. Et donc, je suis allé en Belgique. Et donc là, je suis déjà hors sujet, parce que la Belgique, c'est déjà une double culture aussi, au minimum, parce que, pareil, c'est plus que 2. Et donc, j'ai l'impression que cette construction de l'identité, parce que c'est quelque chose qu'on construit avec le temps, c'est des choix qu'on fait, j'ai l'impression que quand on fait des choix à 18 ans, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On part parce que voilà, si on part, tout le monde part, on part. C'était aussi ça. Hein. Moi, je suis parti au début des années 90, 90. Donc je suis parti à un moment, effectivement, je suis parti un mois avant la fin de la guerre civile, donc c'était le moment où tout est devenu possible, mais je suis parti pour faire des études. Alors pourquoi je suis arrivé en Belgique? Eh bien parce que je suis parti pour étudier la bande dessinée, donc c'est en Belgique que j'ai étudié la bande dessinée. Petite correction par rapport à ton introduction, mon premier livre que j'ai auto-publié en 95, je l'ai fait à compte d'auteur. Et c'est 18 ans après, c'est-à-dire en 2013, oui, Beyrouth, qu'il a été réédité par Plan B à Beyrouth, donc dans la ville dont il porte le nom. Et dans les années 90, donc, quand je retournais pour les vacances au Liban ou quoi, il n'y avait pas encore Zéna, il n'y avait pas Mazin Kerbej, il n'y avait pas Samandal, j'étais un peu incomprise en fait. On ne comprenait pas pourquoi je faisais de la bande dessinée. Quand je parlais de bande dessinée, c'était tu fais un personnage phénicien comme Astérix. C'était un peu ça la bande dessinée dans l'imaginaire des gens. Et donc c'est à partir des années 2000, moitié 2000, fin 2000, que vraiment là il y a eu un essor avec Samandal, mais avec aussi Zéna, avec Mazin Kerbej, avec plein d'autres gens. Et on a commencé à faire de la bande dessinée adulte pour adulte. Et voilà. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai j'ai refait ce lien avec la bande dessinée, entre la bande dessinée et le Liban, grâce au groupe Samandal, au collectif Samandal. Voilà, pour compléter aussi ta présentation, j'ai fait quelques films, pas beaucoup, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et j'ai travaillé énormément pour la presse. Et donc j'ai eu notamment 2 rubriques de presse. Une première fois en Belgique, à Bruxelles, en néerlandais, pendant 5 ans. Et j'ai eu une rubrique de presse au Liban, en arabe, pendant 2 ans, en 2014-2015. Donc ça, on reparlera après. Voilà. Et on pourra reparler aussi après, je pense, de qu'est-ce que le Liban, le contexte de production de bande dessinée au Liban et le contexte éditorial, justement, comme tu disais, c'est Samandal qui t'a permis en premier de commencer à faire de la bande dessinée au Liban. Avant, il fallait venir en Europe
pour pouvoir imaginer et de publier en arabe. On en reparlera. Noémie, toi, tu fais partie de cette génération d'autrices formées par Michel Stanjowski. Oui. À l'Alba, et tu vis depuis pas longtemps en France. Est-ce que tu veux toi aussi te situer par rapport à, je reviens à cette thématique de la table ronde exil et double culture, comment tu pourrais te situer par rapport à ça? Ouais, en fait, je voulais pas faire de la bande dessinée. C'était pas quelque chose qui me transcendait particulièrement. Je voulais aller vivre une vie d'artiste à Berlin et peindre et je sais pas quoi. Jusqu'au jour où je suis tombée malade pendant que je faisais mes études aux Beaux-Arts. Et en fait, j'ai l'impression que ma vie, je l'ai vécue à travers les événements qui se sont imposés à moi. Donc, je parle pas de... Enfin, c'est des choix par rapport à des choses qui s'imposent. Et quand j'ai eu la maladie, j'ai eu envie de l'exprimer, pas pour raconter ce que c'est. En fait, ça m'intéressait pas de faire une page Wikipédia sur ce qu'était ma maladie, mais ce qui m'intéressait, c'était ce que la maladie, pour moi, a représenté en tant que questionnement sur moi-même, mon corps, qui suis-je en fait, la question d'identité, la question de famille, et plein de questions que ça touche, en gros, le contexte. Et en fait, la bande dessinée, justement, était le médium qui m'a le plus permis de tisser, à partir de ce que j'ai comme vécu, un récit. Et vu que j'étais aux Beaux-Arts avec Michel et que j'avais un projet à faire, je me suis dit, en fait, je peux utiliser ma vie, ce récit de ma vie pour raconter quelque chose qui m'intéresse. Et c'était un questionnement, en gros, c'était un trajet, c'était une histoire de quelque chose qui se passe et comment après, ça évolue. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les passages, les changements. Et la bande dessinée, justement, c'est un peu ça. On part de quelque part pour arriver quelque part, et c'est entre les deux que c'est intéressant. Donc j'ai développé ça et j'avais dans mon jury un auteur français qui s'appelle Christophe Dabitsch qui était chez Futuro. Et il m'a dit, Noémie, mais envoie ton projet, il était très gentil, envoie ton projet à un éditeur français. Moi, je ne pensais pas faire de la BD. Quand je l'ai envoyé à Futuropolis, il y avait Sébastien qui m'a dit, c'est très bien, il faut que tu arranges ça, ça, ça. Il a été très gentil, il m'a donné des conseils géniaux. Et moi, je n'y croyais pas, j'étais genre, mais c'est pas possible, genre ça peut faire quelque chose. En fait, je l'ai arrangé et je l'ai envoyé. Et je suis venue en résidence en France. J'ai été lauréate d'un appel à candidature lancé par la Maison des auteurs d'Angoulême. Et quand j'ai arrangé mon projet, et Sébastien m'a dit que ce n'était pas dans leur ligne éditoriale, en fait, j'étais trop triste ce jour-là. J'étais genre, non, merde, j'ai tout arrangé et tout. Après, je me suis dit, mais non, c'est pas grave, en fait. Je vais l'envoyer à d'autres éditeurs. Et c'est là que j'ai eu Sarbacane. Et là, ça recommence parce que je l'ai envoyé et il m'a dit... oui, en fait, il y a ces questions, qu'est-ce que tu en penses? Donc, en fait, j'ai réécrit ma BD 3 fois. Et la dernière, c'est celle-là, et j'en peux plus de parler... Enfin, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de parler de moi, de me regarder et de me dessiner. J'en pouvais plus de 4 ans de travail dessus, mais ces 4 ans m'ont fait évoluer comme ce que je raconte, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à ça, en fait. Voilà. Merci. Alors, je me réadresse à Zeyna. Et en écho à ce que tu disais avant, je voulais te demander pourquoi tu as choisi et tu as éprouvé le besoin de parler de toi. Je reviens à ce jeu, à ce récit autobiographique, ton expérience intime, mais quelle place la transmission a dans ton travail d'écriture? Oui, moi, je n'ai pas tellement l'impression de parler de moi en réalité. Je parle surtout de Beyrouth. En tout cas, ça a commencé comme ça. En 2002, mon premier récit, Beyrouth Catharsis, c'est le seul que j'ai écrit et dessiné au Liban. Au départ, j'ai eu un besoin irrépressible de parler de Beyrouth, en fait, et de cette rue, la rue Youssef Semani, où j'ai grandi, qui était une rue qui donnait sur la ligne de démarcation, qui a coupé Beyrouth en deux pendant 15 ans, et qui, en fait, a changé, enfin, pour ceux qui ont connu Beyrouth avant la guerre, qui a changé leurs habitudes pendant ces 15 années, et pour moi, qui suis née en 81, donc pendant la guerre, je ne me suis rendu compte de la réalité de mon territoire que le jour où la ligne de démarcation a été abolie, disons. Enfin, le jour où le mur de sacs de sable qui barrait ma rue a été enlevé. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma rue
continuer de l'autre côté. Et qu'en fait, mon territoire était beaucoup plus étendu que ce qu'on a voulu me faire croire. Enfin, ce que je pensais enfant, disons, plus simplement. C'est parti vraiment de là, de cette sensation de l'espace. Et au départ, je ne savais pas que je pouvais dessiner parce que, bon, certes, j'ai fait des études de graphisme, mais je ne m'étais jamais dit que j'allais devenir dessinatrice. J'avais zéro confiance en mon dessin. Donc, j'ai commencé à écrire. Alors, je suis née en 1981 à Beyrouth, dans une impasse. Et puis, très vite, dès la première phrase, j'ai eu besoin du dessin pour justement garder une trace visuelle de ce quartier qui était en plein changement au moment où j'ai écrit ces quelques phrases. On était en pleine reconstruction, donc certaines rues ont changé de nom, la façon de circuler dans Beyrouth était totalement chamboulée. Et j'avais plus qu'envie, besoin de garder une trace visuelle du Beyrouth que j'avais connu jusque-là. Et c'est comme ça que je me suis mise à dessiner, mais avec les moyens du bord, en fait. Vraiment, au début, ce qu'on peut appeler peut-être aujourd'hui le style, s'est construit en réalité par défaut, dans mon cas, parce que j'ai d'abord éliminé tout ce que je me sentais incapable de faire, donc la couleur, la perspective, et je suis arrivée petit à petit à un mode d'expression très naïf, très simple, en tout cas au début, proche du logo quasiment. Et puis, au fur et à mesure des livres, j'ai pris confiance et je me suis vraiment amusée avec les motifs, les répétitions, la rythmique, etc. J'ai peut-être pas répondu à la question. Oui, en partie, parce que après, justement, non, tu le dis très bien, en fait, la ville est vraiment protagoniste de tes deux premiers ouvrages. Après aussi, dans Le jeu des hirondelles et Je me souviens. Oui. Tu reviens encore, c'est à nouveau, on a ce huis clos effectivement, dans Le jeu des hirondelles, et c'est une nuit dans l'entrée de votre appartement. Et là, c'est vraiment la guerre, le sujet du livre, et votre vie pendant la guerre. Oui, c'est vrai, c'est la vie quotidienne d'un immeuble pendant la guerre. Mais pour moi, vraiment, c'est surtout, j'insiste là-dessus parce que mon souhait n'était pas de raconter ma vie. D'ailleurs, en fait, on ne sait pas grand-chose. C'est vrai que le récit est à la première personne du singulier, mais je ne rentre pas dans les détails dans des détails autobiographiques. En fait, il s'agit vraiment plus de décrire comme un portrait d'ensemble d'un moment. Alors, en tout cas, dans Le jeu des hirondelles, en effet, c'est un huis clos. Ça se passe en une nuit dans une pièce de cet appartement. Alors, il y a une progression. Je parlais d'espace tout à l'heure, mais dans Beyrouth Catharsis, on est dans la rue Youssef Semani. Ensuite, dans 38 rue Youssef Semani, qui est le livre que j'ai écrit et dessiné juste après, on est au numéro 38 de cette rue. Donc, l'espace, on s'approche. Dans Le jeu des hirondelles, on est au premier étage de cet appartement et précisément dans l'entrée de cet appartement. Et dans Je me souviens, on circule dans le quartier qui est à nouveau accessible. Donc il y a aussi une espèce de progression par rapport à cette question centrale de l'espace et de l'appropriation d'une certaine identité à travers donc le prisme, c'est plutôt ça le prisme qu'un récit où je parlerai. Et la transmission dans ça, la transmission. La transmission, oui, par rapport vraiment au sujet de la guerre. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je le dis d'une manière assez directe dans Je me souviens. La transmission est évidemment au cœur de ce désir de raconter. Alors, il y a aussi qu'au Liban, on a très peu fait de travail de mémoire, que dans les livres scolaires jusqu'à aujourd'hui, dans les programmes d'histoire, les programmes d'histoire s'arrêtent en 1975, qui est l'année du début de la guerre. Donc, on n'a jamais réussi à écrire cette histoire, ne serait-ce que pour la raconter aux générations qui n'ont pas vécu ces événements. Donc, il y a évidemment ça. Et ce besoin de transmission... je ne peux pas oublier, en fait, il y a eu au moment... c'est des événements marquants. Le premier jour où justement, on a pu traverser la ligne de démarcation sans danger de mort,
Mon père nous a emmenés, mon frère et moi, au centre-ville qu'il avait très bien connu dans 15 ans plus tôt. et c'est un souvenir inoubliable. On s'est baladé pendant 1 heure et il nous a montré. Ici, c'était le magasin de ton grand-père. Ici, c'était la pâtisserie suisse où on mangeait les meilleurs Merry Cream du monde, ou les choux à la crème, je ne sais plus. Ici, je prenais le tramway pour aller au cinéma à Hamra. Et à chaque fois qu'il disait « ici », il y avait un tas de gravats. J'ai la chair de poule. Et je crois que cet événement-là a été fondateur. J'avais 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. Dans la mesure où, ensuite, j'ai grandi avec ce besoin de remplacer ce tas de gravats, non pas par des pierres, mais par quelque chose de racontable, un récit, en fait, tout simplement, ou quelque chose de beau, dans le meilleur des cas. Et voilà, et juste peut-être un dernier mot sur la transmission, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'éditeur de bande dessinée au Liban. En fait, par rapport à cette transmission-là, il y a eu quand même quelque chose d'important pour moi, c'est qu'un éditeur libanais de livres scolaires a publié justement le jeu des hirondelles, donc qui parle de cette partie, ce moment de la guerre, tel quel, donc c'est la bande dessinée, accompagnée d'un livret à l'usage du professeur pour justement travailler la bande dessinée, le médium, mais aussi le contenu en classe. Donc c'était une manière un peu détournée de faire rentrer l'histoire de notre pays dans les écoles. Super. Et c'est quand ça? C'est sorti il y a 10 ans aux éditions Hatem, H-A-T-E-M, et le livret est vraiment très bien fait. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire. Il a réussi à le diffuser auprès des écoles? Alors c'est dans les écoles francophones, donc une fois de plus, il y a... En effet, c'est la barrière de la langue, parce que mes livres ne sont pas encore traduits en arabe. Ils sont traduits dans des langues incroyables dont j'ignore tout, mais pas encore en arabe. Mais bon, c'est une manière détournée de transmettre cette histoire aux générations qui ne l'ont pas connue. C'est vraiment une petite goutte dans un océan, mais ça me fait plaisir malgré tout. Barak aussi, dans ton travail, je n'ai pas tellement de planches. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, feuilleter le jeu des hirondelles, où il y a vraiment tout un travail autour de la carte, mais c'est un sujet qui reviendra après, l'utilisation de la carte et dans le jeu des hirondelles. Et je n'ai pas des images en diapo, mais le livre illustre effectivement ce que tu viens de dire, ou le contraire. Alors, Barak, il y a dans tout ton travail, mais dans Beyrouth, la trilogie, la question de la mémoire est un sujet central. C'est vraiment un retour à Beyrouth, mais c'est vraiment tout un questionnement sur ce qu'on est en train de faire de la mémoire de cette ville, en proie aux promoteurs immobiliers, et aussi la transmission des histoires, parce que dans ton travail, il y a des figures récurrentes qui reviennent à chaque fois, comme le Hakawati, donc le conteur, mais il y a aussi le chauffeur de taxi qui incarne justement aussi cette figure de transmission, parce que le taxi se transforme toujours en lieu de rencontre où les histoires des uns et des autres, des passagers se croisent et se racontent. Et donc, du coup, cette question centrale de la mémoire et de la transmission, tu veux nous en parler, nous dire justement pourquoi cette transmission, justement, en quoi est centrale dans ta réflexion aussi, ton lien avec le Liban? Je crois que je ne pourrais pas le dire aussi bien que toi, hein, ça c'est sûr. Moi, je pense que je ne réfléchis pas à ça quand je me mets à travailler. J'ai pas un plan, j'ai pas une idée, j'ai pas un scénario précis. C'est des choses qui peuvent venir de manière assez spontanée. Alors après, effectivement, il y a l'étape de remettre les choses ensemble et d'ajuster des liens qui peuvent, dont on a parfois besoin entre quelques petites scènes.
Mais la question de la mémoire, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'évident pour quelqu'un qui a vécu la guerre civile. Donc moi, j'ai vécu toute la guerre civile. Moi, je suis parti un mois avant la fin. Et j'ai ce rapport particulier avec la ville de Beyrouth, qui n'est pas ma ville. Je n'ai jamais vécu à Beyrouth, mais je n'ai fait que passer à travers cette ville. Et j'ai écouté et récolté les récits, les histoires de mes parents aussi qui ont connu la Beyrouth d'avant-guerre, parce que c'était la capitale, donc la ville où les gens allaient étudier, où les gens allaient faire la fête, où les gens se rencontraient aussi. C'était une ville de rencontre, c'était une ville d'utopie, c'était une ville cosmopolite. Et donc, dans Beyrouth, la trilogie, il y a ces trois moments qui sont 95, 2015, 2017, avec trois regards très différents. Parce que dans le premier chapitre, donc Beyrouth, le tout premier livre que j'ai réalisé en 95, j'avais ce regard naïf et positif et plein d'espoir de la ville, qui venait de sortir d'une guerre civile, qui était en train de se reconstruire. Et donc moi je me souviens que j'allais, à ce moment-là j'étais étudiante à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, mais j'allais pendant les périodes de vacances au Liban, et je passais des journées entières à Beyrouth pour visiter, essayer de retrouver les lieux dont on m'a parlé pendant mon enfance, dont on m'a parlé après, prendre des photos pour dessiner. Je me rappelle que c'était aussi la période où on n'avait pas encore rasé le centre-ville de Beyrouth, donc il y avait encore des bâtisses qui tenaient. Donc après la fin de la guerre civile, on a ouvert les passages, on a sécurisé le centre-ville, mais il y avait encore des bâtisses qui pouvaient rester, mais qu'on a démolies après pour des histoires justement promoteurs immobiliers, etc. Et donc je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un plaisir à sauter au-dessus des barrières pour monter dans les immeubles, pour regarder un peu, et j'avais retrouvé des trucs, des anciennes factures, des choses qui étaient restées là en fait pendant 15 ans de guerre, qui étaient restées là juste abandonnées, et puis qui ont disparu au moment où on a détruit le centre-ville. Et donc cette mémoire qui a été, je dirais, meurtrie et détruite par le projet Hariri, donc par l'avènement du néolibéralisme à la fin de la guerre, dans la période de paix, c'est cette mémoire-là. Elle a été... oh là là, je suis en train de faire une phrase complètement... Je recommence. Donc, la mémoire a été détruite par la promotion immobilière, par le néolibéralisme, beaucoup plus qu'elle ne l'a été par la guerre. C'est ça, en fait, la mémoire que j'essaye de sauver de manière très naïve dans ce premier opus, dans le premier chapitre, donc Beyrouth, dans le premier livre, 1995. Et puis je reviens 20 ans après avec 2015, Beyrouth Bye Bye, où il y a 20 ans qui sont passés, et donc où mon regard il a un peu évolué par rapport à cette ville, et où j'ai découvert toute la violence qu'on peut vivre dans cette ville. C'est une ville ultra violente en fait, violente dans le rapport qu'elle peut avoir avec les gens, avec le regard qu'on peut poser sur toi, avec le... Et donc, voilà, la mémoire et la transmission. Alors, la transmission, c'est ce qui fait qu'on garde la mémoire. Donc, voilà, c'est un peu notre métier, en fait, de transmettre ce qui a été, ce qu'on a voulu détruire, quoi. Voilà. Il y a une planche dans Beyrouth, la trilogie, parce que tu fais un travail, donc, oui, comme tu dis, de mémoire et tout, il y a aussi, donc tu reviens sur la ville, tu questionnes vraiment l'évolution de la ville, et tu fais aussi un travail plus large de reconstruction, un peu du passé du Proche-Orient, mais pas en clé exhaustive, bien évidemment, pas avec une posture d'historien, c'est une réappropriation intime. Et justement, il y a un passage où tu parles de réfugiés, de nombreux déplacés de la région, et tu parles de la nécessité de mettre en récit l'exil. Donc, c'était à ça que je pensais justement, à cette nécessité de créer un récit pour...
Pour transformer, pour penser les blessures, aussi bien ses propres blessures que les blessures des autres. C'est-à-dire, le réfugié n'a pas d'autre choix que de raconter son exil. En fait, c'est nécessaire de raconter son exil. C'est nécessaire aussi pour une question de reconnaissance. C'est aussi nécessaire de parler des Palestiniens parce que c'est nécessaire de reconnaître leur histoire, par exemple. C'est nécessaire de dire les choses, de les nommer, de parler de l'injustice. Quand il y a une injustice qui est commise, on se demande comment on peut faire pour la réparer. La première chose, c'est de la reconnaître et donc de la raconter, de la dire. Nous, on essaye de le faire de manière, je sais pas, bande dessinée quoi. On essaye de faire quelque chose qui raconte, qui raconte. Voilà, qui raconte. Et du coup, alors, je m'adresse à Noémie, qui est justement une nouvelle génération, qui est née après la guerre, vu qu'on parle de guerre, de transmission. Noémie, tu es née après la guerre, tu as commencé à faire de la bande dessinée après. Dans ta seule bande dessinée, de l'importance du poil de nez, il y a une double planche. C'est une bande dessinée de 224 pages, 240 pages. Et il y a une double planche dans laquelle tu évoques brièvement la guerre. Tu en parles comme de quelque chose que tes parents ont vécu. Et après, la guerre disparaît des pages suivantes. Du coup, a-t-elle vraiment disparu? Et aussi, la question que je me pose, c'est est-ce que le travail de tes prédécesseurs, quel legs qu'est-ce que tu as hérité? Est-ce que leur travail penses-tu avoir bénéficié de ce travail? Quelle filiation tu peux reconnaître? En fait, c'est vrai, je suis née en 93, donc la guerre était finie. Et dans ma famille, il y a une règle très non dite, c'est le déni, c'est le roi. Ils adorent vivre dans le déni, et dans tout, que ce soit dans les problèmes, que dans l'image. Et on m'a jamais rien raconté sur la guerre. Je n'avais presque pas de... Je ne sais même pas ce que mes parents ont vécu. Les seules choses que je savais, c'est que oui, on n'est pas allé, j'ai pas pu voir ton père parce qu'il y avait des événements. Genre, même pas c'est quoi l'événement. J'ai aimé grandir sans savoir parce que même si je ne savais pas, je voyais la violence dans les répercussions, en fait. Le PTSD, je vois dans mes parents, dans leur réaction, dans leur façon d'agir, dans leur façon qu'ils ont eu de m'éduquer, je vois la guerre. Je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas été réglé et qui a fait qu'ils sont ainsi, et qu'ils n'aient pas développé ça ou qu'ils aient voulu cacher ça. Et en gros, moi, j'ai grandi dans un flou où la guerre est là, mais ne l'est pas. Et en fait, non seulement j'ai grandi dans ce flou, j'étais dans les montagnes, et c'était une région préservée. Et j'étais une adolescente qui était très ouverte aux problématiques de ma vie d'adolescente. Donc, j'étais plus obsédée par comment m'habiller, sortir et rencontrer des garçons et rigoler que de m'attarder sur ça. Et j'ai remarqué que en essayant de me découvrir, je voyais l'emprise de tout ça sur moi et sur mes choix personnels et sur mon corps, en fait. Et pour le coup, pour moi, la guerre, elle est arrivée jusqu'à moi, à l'intérieur de moi, sans que je sache ce que c'est. Donc, en gros, jusqu'à aujourd'hui, je sens que je travaille de me détacher des séquelles de cette guerre que je n'ai pas connue et on ne guérira de cette guerre que lorsque il y aura vraiment un travail individuel et collectif. Et moi, j'ai décidé de le faire pour moi-même. Donc, je me suis dit que cette guerre que je n'ai pas connue, elle est là, que je le veuille ou non. Donc, moi, je vais faire ma part. Et en fait, en faisant ma part, je contribue à un truc collectif. Donc, ma génération ne l'a peut-être pas vécu, mais on vit ses séquelles. Et dans ma BD, j'ai voulu mettre cette planche parce que je me suis dit, comme moi, je ne savais pas ce que c'est, j'ai fait ma recherche et je l'ai présenté aux autres. En gros, les livres de Zéna m'ont beaucoup touchée, surtout le jeu des hirondelles. C'était le livre qui m'a un peu appris sur la guerre du Liban. Et comme tu l'as dit, ça m'a beaucoup influencée parce que déjà, moi, j'ai un truc de légitimité. Pourquoi je parlerais de quelque chose que je ne connais pas?
Et pourquoi je parlerai de quelque chose que d'autres, qui touche d'autres d'une autre façon, en fait. J'aime parler de ce que je comprends, de ce que je peux voir et de ce que je peux expliquer à mon échelle. C'est pour ça que je m'intéresse à l'intime et je n'ai pas des ambitions différentes. Par contre, dans le travail de Zeina, je vois ce que moi je ne peux pas faire. Je trouve très impressionnant ça. Et même dans ton travail, dans la trilogie, quand je l'avais lu, je l'ai lu sur le tard, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce que je te disais avant, l'évolution de ta vision de Beyrouth. C'est en mode, je m'émancipe de toi. Et en gros, je pense qu'il y a un travail à faire avec le rapport qu'on a qui est très viscéral à cette ville. Parce qu'en même temps, c'est dans cette ville que notre identité s'est un peu créée. Et en même temps, c'est une identité qui évolue avec les événements. Parce que pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui évolue, ce n'est pas quelque chose de stagnant. Et en gros, j'ai l'impression que plus elle évolue, plus on évolue, et plus on s'en détache, plus on évolue. Donc c'est que de l'évolution. Voilà. Merci. Et Zeina, je reviens, je me relie à ce qu'on était en train de dire avant, justement. Donc, justement, je te disais, je te demandais du récit personnel, et tu me disais qu'effectivement, ce n'est pas forcément de l'autobiographie que tu fais. Et en fait, donc, j'avais envie de te demander la façon dont tu transformes justement le récit personnel, mais donc du coup ancré dans un contexte historico-politique, et en un récit universel qui puisse s'adresser donc au lecteur, et aussi cette recherche de solutions narratives, très audace d'ailleurs, parce que tu as une grande liberté dans la réappropriation de la page de la double planche, et justement de la carte, aussi de la cartographie. Est-ce que cette recherche dans le langage qui sache illustrer ta recherche, qui finalement est aussi la recherche d'une sorte de synthèse dans ton parcours d'éléments disparates, est-ce qu'elle a un impact après dans ta façon de te construire? La construction, construire un récit te permet de te construire. Il y a un dialogue entre le travail d'écriture, ce que tu donnes au travail d'écriture, et ce que le travail d'écriture te restitue dans cette recherche. Waouh! Alors, pardon. Allumer mon micro. Alors, du coup, j'ai une planche je vais chercher la planche qui... Non, mais je vous écoutais poser la question et j'ai pensé à une phrase qui me touche beaucoup de Georges Perec, qui est un auteur que j'adore depuis longtemps. À la fin de son ouvrage « Espèce d'espace » que vous avez peut-être lu, il donne une espèce de définition de l'écriture. Et je la connais pas de mémoire, mais il y a... Enfin, la phrase est assez longue, mais en gros, il dit « écrire », deux points, et puis c'est assez long, mais ça se termine par... arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Et c'est le précise, moi, qui m'intéresse beaucoup dans cette phrase. Je pense à ça parce que vous avez parlé de la carte et que c'est vrai qu'on n'a pas de... bon, prenons le jeu des hirondelles, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des cartes dans tous mes livres, mais c'est vrai qu'on sait que ça se passe en 1984 et à Beyrouth-Est, mais on ne sait rien d'autre. Par contre, il y a une précision démoniaque justement dans tout ce qui est topographique, la carte, l'aspect de l'immeuble, les différents motifs de chacun des balcons, qui étaient un peu art déco. Bon, là, on est à Paris. Là, on est à Paris, oui. Oui, mais... Ah, mais c'est pas grave. Donc, il y avait cette recherche de précision, justement face au contraire, au non-dit et au gouffre de cette histoire qu'on nous a pas transmise, qu'on nous a pas racontée. Parce que... Oui, pardon. Parce que, alors, je pourrais aller, mais après, j'ai une image de la carte,
cette question aussi, parce que justement, dans le piano oriental, par exemple, tu parles, justement, je passe au piano oriental, mais le piano oriental, c'est donc, il y a ce double récit en parallèle de l'histoire de ton arrière-grand-père, qui est inventeur de piano et qui cherche pendant toute sa vie et qui arrive à inventer le piano oriental, donc qui est un piano qui arrive qui peut jouer en même temps le demi-temps et le quart de temps de la musique orientale. Donc il y a cette recherche de synthèse, si tu veux. Et en parallèle, il y a ton arrivée en France et ton tiraillement justement entre deux réalités. Et après, justement, ça c'est justement les deux images ça c'est la magie du dessin en fait, et de la poésie que le dessin permet d'une manière très simple finalement, en quelques traits de crayon ici, mais surtout là. Parce que dans le livre, il y a une phrase qui revient qui dit que depuis que je suis à Paris, à chaque fois que j'ouvre la fenêtre, j'ai l'impression que je vais voir la mer derrière les immeubles haussmanniens. Et voilà, en fait, c'est le dessin, l'imagination. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le noir et blanc, c'est la poésie qu'on peut avoir d'une manière finalement assez simple en travaillant le noir et blanc. Il y a... Parce que vous avez parlé de récit universel, en fait, je ne me suis pas dit que j'allais faire un récit universel, mais par contre, j'ai toujours voulu que l'image parle à un maximum de personnes et qu'elle aille directement au cœur des lecteurs. Alors ça, c'est le désir. Je ne sais pas si ça marche à tous les coups, mais... et le noir et blanc, c'est aussi un jeu de construction, parce que finalement, c'est une contrainte. On a que le noir et le blanc, et tout le plaisir de faire un livre en noir et blanc, en tout cas pour moi, c'est justement de trouver des possibilités de réinventer la page, la double page. Enfin, je travaille toujours la double page, et de voir comment, quand on ajoute un élément en bas à droite, eh bien la page penche, donc le rééquilibrer en haut à gauche. Enfin, c'est un jeu de construction alors qui permet des choses très abstraites, comme ça. Comment expliquer à quelqu'un que quand on a deux langues maternelles, eh bien, on ne sait plus très bien si on s'est adressé à une personne en français ou en arabe, parce que tellement c'est inextricable. Et bien voilà, l'image des Mikado, c'est comme deux jeux de Mikado, un français et un arabe qu'on a mélangés, et tout le monde voit les ruses qu'il faut trouver pour dégager chaque bâton de Mikado sans détruire l'édifice. C'est des raccourcis, en fait, trouver des images synthétiques pour dire tout ce que j'ai dit là, c'est un paragraphe, en fait, en une image. Et je suis vraiment à la recherche de ça, ça me passionne assez. Et en effet, peut-être que ça rend le récit un peu plus ouvert, universel, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette proposition de décoder une image, et après, chaque lecteur peut en faire peut se dire, en fait, intellectuellement ce qu'il a vu. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup usé avec Mathias Hénard dans un autre ouvrage, dans Prendre refuge, qu'on a donc écrit à deux et que j'ai dessiné. Parce qu'il y a là aussi deux histoires, mais il y a aussi la troisième qui est celle que le lecteur se fait en tricotant les deux histoires qu'on propose entre elles. Je ne sais pas si... Oui. Et en fait, je ne peux pas garder l'ordre que j'avais prévu de questions. Du coup, justement, c'était là qu'on voit... Je te laisse parler, mais c'est justement là qu'on voit les deux images aussi de la carte, et cette image de brodé, parce que si tu veux... non, d'abord. Non, c'est pas là. Oui. Du coup, par rapport à la langue et à cette réappropriation et cette restitution très métaphorique, justement, de la façon dont tu te sens appartenir à ces deux langues, ou ces deux langues t'appartiennent, tu as des compositions aussi libres, justement. Et après, je ne te coupe pas la parole, dans Prendre refuge, tu réutilises justement la carte. Et il y a cette double image, donc aussi qui est cette image récurrente, et la carte, et aussi la broderie, et aussi cette idée de tisser ensemble. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand on dessine, il y a comme une espèce de banque d'images intimes qui se crée. Et il y a même des chemins intellectuels qui font que quand je pense...
quand il y a voilà, une certaine idée que je veux exprimer par le dessin, eh bien, mon esprit parfois va dans les mêmes solutions qu'il a trouvées avant. Par exemple, j'ai déjà utilisé les cartes, j'ai déjà utilisé le tricot, j'ai déjà utilisé la broderie. Et après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller au-delà et d'ajouter quelque chose, en fait, à chaque fois. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais disons que le dessin est un peu comme un vocabulaire qu'il s'agit à chaque fois de renouveler, d'enrichir. C'est tout ça pour dire qu'en effet, il y a des motifs récurrents, mais qui ne sont pas forcément toujours utilisés exactement de la même manière. Mais il y a ça, voilà, la précision de la carte et puis ce tricot de l'identité, de la langue. Moi, l'idée qui me surgit, hein, c'est celle de vraiment l'idée d'une réappropriation à travers la carte, cette cartographie qui est une cartographie profondément intime. Tu te réappropries les espaces que tu décris. C'est vrai qu'il y a ça. Et tu les reconstruis, tu t'en appropries donc pour réécrire les espaces par rapport à ton ressenti, mais plus généralement, donc du coup, ça devient des espaces vécus par des personnes. Donc, qui racontent des histoires avec le H minuscule probablement, et pas avec le H majuscule. C'est vraiment une réappropriation de... Ça, c'était très important au début. Pardon, je prends 2 secondes juste pour en parler, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'au moment de la reconstruction, il y a beaucoup de rues qui ont changé, certaines ont changé de nom. On pouvait plus circuler de la même manière, et en fait, ce qui fait qu'il y a une génération ou deux qui s'est complètement déshabituée de l'outil carte. Moi, je sais qu'à chaque fois quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir une carte et je me situe. Et bien, la première fois que j'ai ouvert une carte de Beyrouth, j'ai mis un quart d'heure à savoir où j'étais, alors que j'y suis née. Et puis, c'était aussi un désir, disons, de résistance, un désir politique aussi, de dire, voilà, ces lieux ne sont pas des non-lieux par rapport à tous ces lieux qui ont été confisqués. Aussi, Barak en parlait au moment de la reconstruction. Et pendant la guerre, évidemment, redonner en fait des noms précis à des lieux qui n'avaient plus forcément de place sur une carte. Voilà, c'est juste une parenthèse, mais c'est vrai que ça vient aussi de là. Alors, je donne la parole à Brigitte, parce que dans ton ouvrage aussi, donc autobiographique, tu racontes ton enfance, mais vraiment ton histoire personnelle est entremêlée à l'histoire du pays. Tu tisses un portrait social, tu tisses aussi, tu illustres aussi l'histoire politique de presque 60 ans de ce pays qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, donc j'imagine que l'exercice était complexe. Déjà de choisir comment restituer cela, de comment mêler justement le travail documentaire au travail plus fictionnel. Et aussi, après, vous avez travaillé, donc, comme tu disais avant, à 4 mains. Et est-ce que Louise Trondheim connaissait l'Irak ? Comment écrire à 4 mains un récit autobiographique ? Aussi ça. Il y a donc 2 questions. 2 questions. Mais en fait, en voulant raconter mes souvenirs d'enfance, puisque j'ai vécu 14 ans, je suis née à Mossoul et j'y ai vécu 14 ans. Donc en voulant raconter mes souvenirs, c'était évident, si je voulais que le lecteur puisse comprendre un minimum ce que je raconte, c'était, comme il s'y est passé en plus pas mal d'événements, effectivement, politiquement parlant, donc c'était tout à fait normal d'en parler. Et en fait, Coquelicot d'Irak, c'est fait, à chaque fois, c'est une page, ou des fois 2 pages qui se suivent, mais en général, c'est une page qui raconte un souvenir. Et de cette façon-là, on a pu, Lewis et moi, y intégrer régulièrement des informations sur ce qu'il se passait sur le plan politique. Il y a eu beaucoup de coups d'État en Irak. Donc c'était normal en fait d'expliquer pour que le lecteur ne soit pas perdu. Et j'avoue que même moi, je connaissais ces événements, mais j'étais incapable d'y mettre des dates précises. Donc finalement, d'écrire cette histoire, d'écrire mes souvenirs, ça m'a aidé moi aussi. Ça m'a donné un cours d'histoire de l'Irak.
Alors, j'ai été beaucoup aidée par mon frère, qui lui a 6 ans de plus que moi, donc et puis il est passionné d'histoire, donc j'ai pu lui demander des renseignements. Et puis aussi, à la fin du livre, nous avons demandé à David B., qui est aussi qui connaît un petit peu l'histoire de la région, pour être sûr aussi que, voilà, que les dates étaient précises, qu'il n'y avait pas eu d'erreur, on ne sait jamais. Et donc il y a régulièrement, voilà, des histoires qui parlent de ce qui s'est passé politiquement parlant en Irak, en sachant que ça a impacté directement mes parents. Moi, je raconte ça à travers mon regard d'enfant, mais parce que pour moi, tout ça, c'était normal. C'est-à-dire quand je raconte, quand il y avait des coups d'État, tout ça, pour moi, c'était normal. En fait, voilà, il s'est passé quelque chose, bah, c'est super, parce que le lendemain, il n'y avait pas d'école. Donc, c'était ce genre de choses que je... Et alors que mes parents, eux, évidemment, étaient plus directement impactés. Mais par contre, moi, mes parents m'ont vraiment beaucoup protégée, c'est-à-dire ils n'ont jamais parlé politique à la maison, en sachant qu'à l'école, voilà, les enfants, fallait quand même... Enfin, il y avait de l'ordre, quoi. Il fallait surtout pas parler politique et surtout pas dire ce qu'on a pu entendre à la maison ou quoi que ce soit. Voilà, donc après, c'était quoi la question? C'était par rapport à Lewis? C'était le travail en collaboration, donc sur une histoire qui donc lui, non, il n'a pas du tout été. Lewis ne connaissait strictement rien de l'Irak. D'ailleurs, je veux dire, on n'en a jamais vraiment parlé. C'est-à-dire que il savait que je venais d'Irak. De temps en temps, il était au courant de certaines anecdotes, mais j'ai jamais beaucoup parlé de l'Irak parce que c'est en moi. Mais après, je vis en France et c'était pas impératif pour moi de dire bonjour, je m'appelle Brigitte, mais je viens d'Irak, quoi. Enfin, c'était pas du tout. Et il y a des gens qui n'étaient même pas au courant que j'étais d'origine irakienne. Alors, ma mère est française, mon père est irakien. Mais je me sentais, enfin, en arrivant en France, en tout cas, je me sentais au départ beaucoup plus irakienne que française. Même si je parlais français normalement, sans accent. Donc, quand on a écrit ce livre avec Lewis, il a dû quand même se renseigner un petit peu plus sur l'Irak. Et puis moi, évidemment, à travers tout ce que j'ai pu écrire, donc il a essayé de développer ça. On en a beaucoup parlé. Et de mon côté aussi, j'ai beaucoup questionné mon frère et ma mère. Parce que des fois, je disais à Lewis, je racontais à Lewis certaines anecdotes, et puis il me posait des questions, genre oui, mais pourquoi ci ou pourquoi ça? Et en fait, je ne savais pas, parce que c'était mon regard d'enfant, et donc je n'avais pas de précision sur certains événements. Donc je demandais à ma famille. Et la difficulté, ce qui a été le plus difficile pour Lewis, c'était des fois de dessiner certains lieux, parce que je lui racontais des choses, notamment par exemple quand je lui disais que c'était les hommes qui, en tout cas de mon temps, c'était les hommes qui allaient faire des courses. Et par contre, il n'y a pas, oui, il n'y a pas là-dedans. Mais et je lui disais, par exemple, chez le boucher, en fait, tu n'allais pas chez le boucher, tu disais pas, voilà, je voudrais deux beefsteaks ou 2 côtelettes. Non, le boucher, tu achetais un morceau un demi ou un quart de morceau de la bête, quoi. Et puis après, c'était, voilà, tu ramènes ça à la maison et tu découpes. Il me dit, ah oui, mais alors, oui, mais je dessine comment, là? Enfin, le boucher, le quartier, tout ça. C'est difficile de... Alors, il va sur Internet, il tape boucherie Irak, et là, il tombe sur des images, mais c'était une horreur, quoi. Et non, justement, je n'avais pas de photos. Enfin, j'ai plein de photos de quand j'étais en Irak, mais c'était que des photos d'intérieur, des photos de famille, des photos de la maison, de l'intérieur, un petit peu la maison vue de l'extérieur, mais très peu, parce qu'en fait, c'était interdit de prendre des photos là-bas, parce qu'ils ils voyaient des espions partout. Donc, même si, en toute innocence, au Liban, vous avez connu ça? On a connu ça, oui, au moment de la reconstruction. Il y a toute une partie de la ville où on ne pouvait pas prendre de photos parce qu'il y avait peut-être
des choses qu'il ne fallait pas qu'on voit. Et ben moi, toute mon enfance a été comme ça, c'est-à-dire je n'ai aucune photo d'Irak, d'extérieur. Donc c'était une des difficultés et c'était pas la moindre quand même. Par contre, justement, vous avez ponctué le livre avec des photos de famille. Ça, c'était ta proposition. Qu'est-ce que... En fait, comme je disais tout à l'heure, au départ, ces pages-là paraissaient sur une application qui s'appelle La Matinale du Monde. Et avant chaque histoire, il y avait une photo. Tout ça parce que la première page du livre, la première histoire démarre justement à partir d'une photo où on me voit, moi, petite, à Nemrod, où mon père me prend en photo devant les... celle-là aussi, elle n'y est pas, je suis désolée. Devant les lions ailés de Nemrod. Donc mon père me prend en photo, je suis je jouais au ballon, donc il me prend en photo et on me voit, à part que mon père a cadré la photo de telle sorte qu'on ne voit pas la tête des lions ailés. C'est juste moi avec le bas des lions. C'était l'essentiel pour lui, bien sûr. Et cette page, justement, raconte que si mon père pouvait penser une seule seconde l'importance de ces lions après l'entrée de Daesh dans Mossoul, comment ils ont détruit, il aurait peut-être mieux cadré la photo et on aurait peut-être mieux vu les lions. Voilà. Donc la première histoire commence comme ça, par une photo, et après on s'est dit, ma foi, c'est pas plus mal. Chaque histoire l'a démarré par une photo. Et après, quand il a été question d'en faire un livre, on s'était dit, les photos, on ne va pas les mettre, c'est pas nécessaire. Et quand j'en parlais à des gens, ceux qui avaient lu les pages dans l'application me disaient, ah non, c'est trop dommage, il faut mettre les photos parce que ça décrit aussi, ça montre bien déjà le fait qu'elles soient... Enfin, on voit que ce sont de vieilles photos, tout ça. Enfin, les gens étaient attachés finalement à ces photos-là. Et donc, voilà, on a intercalé ces photos. Barak, toi aussi, dans ton travail, tu utilises beaucoup de supports différents, surtout. Il y a ce jeu qui me rappelle un peu le jeu du puzzle dans lequel tu reconstitues des morceaux. Déjà dans ce travail, je reviens à ce travail de mémoire, mais j'y vois en écho vraiment à ton travail plus technique. Tu utilises différents supports, différents traits, déjà différents styles de dessin, et puis après du collage de différentes matières. Tu intègres des photos. Comment tu construis ton récit, et est-ce que ce travail est en écho justement aussi au récit que tu écris, à ce travail d'écriture? En fait, l'écriture, pour moi, ne commence pas avec l'écriture. C'est-à-dire, comment expliquer ça? L'écriture, elle se fait en dessinant, elle se fait en découpant. Et en fait, quand je travaille du collage, c'est aussi bien au sens propre qu'au figuré. C'est-à-dire que je peux commencer par une scène qui, très fort probablement, sera modifié par la suite, c'est-à-dire découpé, recomposé autrement, en changeant une partie du texte, en changeant une partie de l'image. Alors il y a aussi l'aspect collage au sens propre, c'est-à-dire que j'aime bien utiliser des matières et des photocopies de matières et des photocopies de dessins que je superpose. En général, je fais bien attention de garder toutes les traces de collage que, à un moment donné, je me cassais la tête à tout nettoyer sur Photoshop, puis à un moment donné, je me rendais compte que c'était une manière de montrer le travail, en fait, de dire, oui, je suis en train de faire du collage, pourquoi est-ce que je dois le cacher dans le résultat final? Donc, dans le collage, il y a quelque chose de propre au langage, c'est-à-dire que la bande dessinée est un langage qui est basé, pour moi, sur l'assemblage d'éléments, de factures différentes. Donc déjà, on a le texte et l'image, mais on a une image et une autre image, on a un texte et un autre texte. Donc on est dans la séquence, dans l'assemblage. Et donc, je ne vois pas l'intérêt, pour moi, de définir à l'avance l'ordre des choses et de cadenasser à l'avance l'ordre
des éléments, que ce soit des images ou des textes. Donc, quand je parle d'éléments, c'est une case, un texte, un dessin. Je ne vois pas l'intérêt de définir de manière rigide à l'avance l'agencement des choses. Donc je me laisse cette liberté de dessiner, d'essayer des assemblages, de revenir le lendemain dessus, de découper, de recoller autrement, jusqu'à un moment donné où il faut arriver à un livre ou à quelque chose de fini. Là, ça vient la dernière étape, dire ok, maintenant j'arrête de découper, de déconstruire, de reconstruire. Maintenant, je ne fais que construire, c'est-à-dire je vois là où les choses fonctionnent, là où les choses ne fonctionnent pas. Je rajoute des éléments pour faire des liens quand ça manque, et je me dirige à ce moment-là vers une écriture définitive. Mais c'est vraiment à la fin, l'écriture, elle vient à la fin. Quand l'éditrice se présente à toi. Alors en général, j'essaye de terminer le livre avant de le montrer à l'éditrice ou à l'éditeur, mais il y a des éditrices qui sont plus gentilles que d'autres, donc... Alors je reviens à... Je vais mettre maintenant une planche. Dans ton travail, il y a souvent, tout ton travail est ponctué par une réflexion sur le langage de la bande dessinée même. Et est-ce que la bande dessinée et le langage de la bande dessinée représentent pour toi? Et alors, là, je te montre. Qui est une planche tirée dans le taxi. Donc tu fais tout ton travail de mémoire sur ton passé, ta famille, ton héritage. Mon enfance. Cette double page, elle résume tout mon travail, en fait, effectivement. Je ne suis pas capable de faire autre chose, en fait. Je ne sais pas comment te répondre, mais c'est un langage que j'aime beaucoup parce qu'il me permet de faire des liens, de tisser des liens, justement, de composer des morceaux. Donc pareil, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, composer ensemble, assembler, associer, pour trouver, ou pour chercher, pour trouver, je ne sais pas, mais en tout cas pour chercher une signification que je partage avec les lecteurs, avec beaucoup de modestie, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire j'invente rien, j'essaye juste de poser des actes sur le papier, assembler des éléments de mon histoire fragmentée, mais aussi de l'histoire de la région, de ma ville, du pays, de l'humanité, autant que je peux, pour essayer de trouver un sens. Et je ne suis pas sûr de le trouver, et je ne suis pas sûr de le maîtriser, et je ne veux surtout pas le maîtriser. Mais j'ai le souvenir d'une fois où, en discutant, tu me disais que la bande dessinée est ton pays, enfin. Ton pays. Oui, je préfère, oui. Parce que bon, là, on a parlé, en fait, là, je vais être un peu... Tu vois, toujours d'exil, oui. Alors, je vais être, au risque d'être hors sujet, moi, je ne me considère pas comme une arabe. Je suis invité parce que je suis une arabe, mais je ne me considère pas comme une arabe. Je suis ni libanaise, ni belge, ni française, ni rien du tout. En fait, oui, mon pays, c'est la bande dessinée. Parce que, c'est pas juste une blague, c'est que on parle de double culture, on parle d'exil, on parle on est né dans un endroit, dans un lieu, donc effectivement, je suis né à Tripoli, donc c'est un lieu, c'est une histoire, c'est une langue, et je vis aujourd'hui à Bruxelles, c'est une autre histoire, c'est une autre culture, c'est une autre langue, donc effectivement, il y a une dualité, un chemin entre une culture et une autre, mais je le vois pas, je le considère pas dans le sens de l'État-nation, en fait, qui est, pour moi, l'État-nation, c'est pas une bonne invention, quoi. C'est un peu, voilà, je suis contre les frontières, je suis contre les identités nationales, les drapeaux, les machins. Donc oui, je suis né à Tripoli, et en fait ça c'est déjà très différent de Beyrouth.
Je suis déjà très différente des gens de Beyrouth, j'ai une autre histoire. Et je vis à Bruxelles, c'est très différent de la France. Donc voilà, je suis toujours un peu décalé par rapport à ces étiquettes, en fait, si tu veux. Donc quand je dis la bande dessinée, c'est mon pays, c'est une manière de dire que je retrouve là où je me retrouve le mieux, c'est dans un langage qui est finalement une volonté de partage. Voilà. Alors, en parlant de partage, j'ai une dernière question à poser à Noémie, puis je laisserai la place à des questions de public. Et alors, c'est une question, je reviens à l'écart générationnel et au fait que tu ne représentes pas, mais tu fais partie d'une nouvelle génération et ton travail, tes réflexions, tu les partages beaucoup tu utilises beaucoup les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et je voulais te demander, oui, en tant que jeune autrice, le rôle que les réseaux sociaux jouent dans ta réflexion, mais dans ton travail de création aussi. Ouais, en fait, ma première BD, pour moi, c'était quelque chose qui m'a été... J'ai dû le faire, en fait. J'ai eu un besoin, c'était cette expression, donc elle est sortie. Et pour l'instant, je suis dans cette transition. Donc, je viens d'arriver en France depuis 4 ans. Et tant que je mâche encore cette idée de transition, je ne suis pas capable de venir faire une œuvre. Pour moi, tant qu'il n'y a pas une digestion, il n'y a pas moyen de faire une œuvre de ça. Donc en gros, j'ai observé mon évolution à travers des histoires que j'ai racontées sur les réseaux. Donc j'aime beaucoup l'idée de la story sur Instagram. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'en va. Et souvent, je mettais des choses et je ne me rendais pas compte que cette photo, plus ce texte, plus cette photo, en fait, ça racontait quelque chose que je pensais. Ça a commencé durant la Révolution. En 2019, j'étais par hasard au Liban et j'ai commencé à partager des bribes de conversation et des trucs comme ça. Et je me rends compte que j'avais dit dans un de mes messages à mes parents, je suis désolée, mes parents, je suis désolée, la rue m'appelle. Dans cette phrase, il y avait une sorte de synthèse de tout ce que je pensais. Donc c'était pour moi une lutte de génération contre une autre, la nouvelle qui essaye de s'emparer de quelque chose. Bref, il y avait plein de choses et je me disais en 2 mots, ce petit screenshot de cette conversation, je l'ai partagé. Il y a du matériel dans nos vies, du quotidien. Et pour moi, Instagram est un moyen de faire ça. Et ce qui est marrant, c'est que je n'ai jamais produit quelque chose de concret sur ce sujet-là. Donc ma BD parlait de maladie, de corps. Et là, je suis là pour parler de l'exil. Et en fait, je partage souvent des petites histoires ou des petites choses liées à ce sujet. Donc, pour moi, il n'y a pas un truc... c'est des petites choses qui se construisent. Je pense que pour n'importe quelle chose, comme je disais, ce qui m'intéresse, c'est entre les deux... Enfin, pas le point A et le point B. C'est ce qui se passe, c'est cette période qui s'étale et ce qui se passe dedans. Donc, ce n'est pas les événements qui m'intéressent plus que l'évolution de ma personne et de l'environnement autour et tout. Donc, j'ai commencé à écrire cette année. C'était sur la dernière de Lorient le jour. Quand j'ai été invitée au festival de BD de Beyrouth, ils m'ont demandé de faire la dernière. Et je n'arrivais pas à dessiner Beyrouth. Depuis l'explosion, je n'arrive pas à dessiner la ville. Et je ne peux pas... c'est trop douloureux, en fait, de dessiner Beyrouth. Et souvent, j'ai écrit sur les réseaux sociaux qu'il faut fermer les yeux parfois pour pouvoir survivre. C'est comme les œillères qu'on met quand on voit un SDF dans la rue. Des fois, parce qu'on est vraiment inquiet pour nous, on n'arrive plus à voir les choses autour parce qu'on a besoin de survivre. Donc moi, j'appelle ça les œillères temporaires. Et j'avais mis ça, j'étais dit, moi là, je suis inquiète, je suis en France, j'ai une vie qui est complexe. Je ne peux pas aussi être au Liban, donc cet écartèlement constant me semblait très pesant. Et je me suis dit, là, je suis là, dans cet espace-temps, il est temps d'être là, en fait. Et quand je suis allée à Beyrouth, je devais ouvrir les yeux et me dire, regarde ta ville. Et j'avais pas envie. Donc j'ai essayé de la dessiner. Le seul moyen de le faire, c'était de la dessiner de loin. Et j'habite dans les montagnes, j'adore les montagnes. Et quand je la vois de loin à Beyrouth, elle ne paraît pas brisée. Donc il y a toujours ce petit coucher de soleil qui la rend rose, et j'adore le rose. Donc
je la vois plus tendre, plus marshmallow. Et puis moi, les couleurs qui évoluent, enfin, je travaille particulièrement en couleurs parce que j'aime beaucoup l'impression et l'expression, genre les couleurs donnent une lecture supplémentaire. Et pour moi, c'est un langage supplémentaire, en gros. Et je sens que ce que je perçois n'est pas ce que je... Comment je perçois les choses, je ne les reproduis pas de la même manière. Donc l'impression que j'ai ne va pas ressortir nécessairement de la même façon sur le papier. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est impératif pour moi d'utiliser la couleur. Elle donne encore un truc que je n'arrive pas à lire et que je lirai plus tard. Comme dans la BD, j'ai beaucoup travaillé le orange pour le symbole de la maladie. C'est aussi le symbole du président chez nous, c'est le parti présidentiel. Et j'ai toujours travaillé dans cette limite de l'écœurant parce que pour moi, la maladie est quelque chose d'écœurant. Donc j'ai toujours voulu garder une limite entre trop de couleurs et je voulais rester quand même dans un... Je ne voulais pas écœurer les gens, mais j'étais dans cette limite-là où je trouvais quand même quelque chose d'écœurant dans tout ce processus et c'est pareil pour la politique. Donc j'aime bien faire des jeux, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Et souvent, c'est ça, Instagram me fait me rendre compte de ce que je réfléchis. C'est comme quand je dessine. Pour moi, il y a deux pratiques différentes. La BD, contrairement à toi, chez moi, c'est hyper construit. Je suis quelqu'un de mathématique. J'ai besoin de voir mon scénario, les trucs, le implant, le payoff. Enfin, vraiment, j'ai besoin de structure parce que j'ai besoin de ça. Et après, quand je dessine, je me lâche et j'interprète pas avant. J'interprète après. Donc, j'ai besoin de ces deux pour mon équilibre. Donc, en gros, Instagram m'a permis de tracer mon évolution à moi. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse surtout. C'est pour ça que je travaille sur ce réseau. Et finalement, c'est des dialogues qui s'ouvrent avec les autres. J'aime bien l'idée d'ouvrir ce dialogue, parce que je me sens moins seule et isolée. Il y a ce truc aussi, cette idée de voir que je ne suis pas la seule préoccupée par quelque chose et de voir que ça peut intéresser les autres. Enfin, c'est pas pour plaire aux autres, c'est pas dans l'idée de j'ai envie d'eux. Mais moi, je le fais et après, quand je reçois des retours ou des choses, je sens qu'il y a quand même de l'interaction. C'est intéressant. Alors, ça nourrit ta recherche, disons. Après, une dernière chose on voit, et puis je laisse la parole, c'est la langue. Donc, on voit que dans cette recherche, dans ce travail très spontané qui ne se veut pas encore ficelé, qui n'est pas prête encore à être restituée sous forme d'un récit, tu utilises invariablement le français, l'arabe, l'anglais. Donc, du coup, c'est la dernière question. Ça revient à la question de la langue que tu as tout de suite posée, Zeyna. Et c'est, au Liban, on sait, on parle, la langue, le parler est ponctué par 3 langues qui s'immiscent tout le temps. Mais comment est-ce qu'on choisit une langue? Vous choisissez la langue dans laquelle vous écrivez? Barak, c'est une question que je pose à vous deux, effectivement. Parce que, oui, c'est ça, toi, tu... En fait, simplement, quand je suis bourrée, je parle en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai de l'alcool dans le système, je parle en anglais. Quand je suis avec mon psy, quand ça touche les émotions, peut-être que je parle en français, mais la structure devient arabe. Dès que ça touche à des trucs chauds, il y a une structure qui vient et qui n'est pas ma structure de français, même si mes langues maternelles sont le français et l'arabe. Mais dès que ça touche à la famille, ça devient l'arabe. En fait, c'est hyper bizarre de voir qu'il y a une adaptabilité de la façon de transmettre une idée. Ça dépend avec qui je suis, déjà mon accent. Quand je suis avec des amis français, je veux que mon accent libanais et ma façon de chanter restent, parce que c'est pour moi une façon d'affirmer mon identité. Au bout d'un moment, mes amis m'ont dit « Noémie, ton accent est en train de disparaître ». Et je me suis dit oh, « Putain, c'est horrible ». Et j'ai commencé à chantonner. Un peu là, je rentre au Liban, un mois, trop bien, je vais avoir mon accent. Mais je crois que l'idée arrive, et comme elle arrive, je la mets. Et après, des fois, je la traduis pour les autres. Mais je n'aime pas la dompter. Si elle arrive en anglais, c'est pour une raison. Des fois, même en allemand, parce que j'ai appris l'allemand. Des fois, il y a des mots, genre Wahnsinn, fou. J'aime beaucoup ce mot. Quand je veux parler de ça, j'utilise ce mot, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi on doit dompter quelque chose qui vient nécessairement d'une façon spontanée. Je préfère laisser les choses comme ça.
Et Barad, alors moi j'ai choisi ici 2 images qui sont plus des travaux de presse, parce que tu écris en français, tu écris en arabe, tu as même écrit en néerlandais dans tes travaux de presse. Je les montre, mais après, effectivement, ce qui me intéresse, c'est tu as un travail personnel qui est Kailoula, qui est un travail sur les rêves, et ça, tu es en train de l'écrire en arabe, il me semble bien. Donc, du coup, vraiment, ma question est, comment une langue surgit pour un projet? Comment tu choisis une langue pour un projet, ou tu es dans la spontanéité comme Noémie, ou comment... En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Samandal qui m'a donné l'occasion de faire de la bande dessinée en arabe pour la première fois, parce que pour la première fois, j'avais la possibilité de publier des pages en arabe au Liban, parce que je ne peux pas publier des pages en arabe ici, il n'y a pas suffisamment de lecteurs. Mais je travaille principalement en arabe et en français. Parce que même si mes livres ils sont en français, j'ai fait beaucoup de récits courts en arabe. Et cet exemple que vous avez ici à votre gauche, donc de Brussels Mansen, c'était une rubrique de presse que j'ai eue pendant 5 ans pour un journal bruxellois. Qui était effectivement en néerlandais, mais je ne maîtrise pas suffisamment le néerlandais pour pouvoir faire un livre, par exemple. Je ne suis pas assez bonne là-dedans. C'était une rubrique d'un strip qui était publié 1 fois par semaine. Donc là, il y en a 2, mais c'est juste un strip publié 1 fois par semaine et qui passait à chaque fois nécessairement par quelqu'un qui corrigeait les erreurs. Je n'étais pas capable d'aller jusqu'au bout. Donc principalement, c'est le français et l'arabe. Et en fait, il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas un choix. C'est par rapport à la diffusion qui est faite. Alors, il arrive aussi parfois que je publie pour un journal italien. Donc, ce que je fais, c'est j'écris le texte dans un anglais approximatif, et il y a un traducteur qui le traduit et qui le. Oui, ça c'est de la traduction. C'est pas moi qui le. Non, c'est de la traduction. Voilà, c'est ça. C'est pas comme langue de création, c'est principalement l'arabe et le français, avec cette petite exception du néerlandais pour cette rubrique. Et pour vous, il y a de l'espace à... L'arabe a une place comme langue d'écriture, ou c'est le français la langue d'écriture? Le résultat, c'est quand même le français. L'élan premier est le français. Mais c'est vrai que quand... À plusieurs moments d'écriture, surtout quand il s'agit de restituer des dialogues, très souvent les dialogues sont en libanais, en tout cas dans le jeu des hirondelles. Et la question s'est posée pour moi pour la première fois à ce moment-là. Comment retranscrire la rythmique d'une phrase, l'accent, la manière très spécifique de dire les choses dans une phrase, dans une langue plutôt qu'une autre. Et donc j'ai parsemé le livre, je me suis autorisée à parsemer le livre de petites onomatopées, mais écrites en arabe. Donc des choses qui ne sont absolument pas nécessaires à la compréhension, mais plus qui venaient me faire plaisir et puis donner une certaine couleur locale, disons. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et ensuite, au fur et à mesure des livres, j'ai eu envie, à plusieurs moments, d'avoir des pages bilingues. Je parlais rapidement du travail qu'on a fait avec Mathias Hénard pour Prendre Refuge. En fait, il s'agit d'une jeune alépine qui est donc arabophone, qui fuit Alep et qui s'installe à Berlin, qui apprend l'allemand. Mais le récit est écrit en français. Donc on s'est beaucoup amusé à retrouver des structures de phrases en arabe, mais dites dans un allemand approximatif, écrit en français. Bon, voilà, c'était une petite acrobatie. Et il y a une page, en fait, j'ai réussi à en garder une seule parce que Casterman, mon éditeur que j'adore, a failli s'arracher les cheveux parce que je voulais faire tout le livre comme ça. Mais en gros, il y a une double page où, sur la page de gauche, on a un dialogue. Elle est au téléphone, en fait, et elle parle en arabe, tous les phylactères sont en arabe, et sur la page de droite, le récit est restitué, je ne pense pas qu'on l'ait ici,
le récit est restitué par une espèce d'astuce scénaristique où voilà, on comprend ce qu'elle a dit quelques instants plus tôt, donc à la page de gauche. C'était assez, au niveau du découpage et du scénario, c'était vraiment délicieux à imaginer et à faire, mais je pense que sur un livre de 200 pages, ça aurait été fatigant, et peut-être que ça n'aurait pas apporté plus que ce qu'une double page apportait. Enfin voilà. Mais c'est vrai que la tentation est toujours là, de faire quelque chose entre les... En fait, d'entendre le ton, d'entendre justement la rythmique, la sonorité. Dans le piano oriental, c'est le graphisme qui prend en charge la rythmique du piano d'abord, et puis ensuite de ces deux langues dont je parle, donc le français et l'arabe. Mais oui, c'est jamais bien loin, en fait, de mes... Tu n'as jamais eu envie d'écrire en arabe, non? J'en suis incapable. Incapable, ok. Oui, non, c'est très simple, en fait. J'ai toujours... le français est ma langue évidente d'écriture. Et Brigitte, l'arabe existe, il y a encore une place pour toi Oui, et en fait de plus en plus. Parce que depuis... Enfin, donc, ma mère est française, mon père est irakien, et depuis que je suis toute petite, on parle les deux langues. À part qu'on avait instauré une chose à la maison, c'est que... Enfin, on parlait le français à la maison. Et l'arabe à l'extérieur, à l'école et avec la famille. Mais on parlait le français à la maison, donc parce que ma mère est française et parce qu'elle parlait l'arabe, mais elle avait un accent vraiment terrible. Et donc, elle avait peur qu'on ait cet accent-là. Donc, c'était instauré comme ça. Quand on est arrivé en France, on n'allait pas changer. On n'allait pas du jour au lendemain se mettre à parler en arabe à la maison, alors que c'était une habitude de parler français. Donc, en arrivant en France, on a continué à parler français. Et... donc, je parlais de moins en moins en arabe. Je parlais de temps en temps au téléphone ou quand j'allais voir ma famille en Irak. Et puis, avec les différents événements qu'il y a eu en Irak, j'ai de moins en moins vu ma famille. Et donc, j'ai perdu de mon arabe. Je peux le lire, je peux l'écrire, mais c'est très laborieux. Mais depuis quelques années, donc, j'ai retrouvé ma famille un peu partout. Et maintenant, grâce à WhatsApp ou Viber, tout ça, on s'écrit. Et je me suis remise à écrire en arabe. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils me disent « Mais c'est incroyable, tu n'as pas perdu, tu écris vraiment bien, tout ça. » Bon, après, j'écris à mon niveau. Voilà, donc c'est... Et plus j'écris, plus ça revient, en fait. Ouais, ça ne s'oublie pas complètement. Alors, je pense que j'ai pris trop de temps de parole déjà, donc du coup, s'il y a des questions dans la salle, sont les bienvenus.